Radio J. Radio J. Géopolitique, le MAG. Steve Nadjar. Radio J. Jean-Michel Valentin, bonjour à vous. Bonjour Steve Nadjar. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes chercheur en géopolitique, docteur en études stratégiques et vous avez fait paraître aux éditions Nouveau Monde un livre passionnant intitulé Hyperguerre, comment l'IA a révolutionné la guerre, une étude documentée dans laquelle vous analysez comment l'intelligence artificielle est utilisée et influe sur les terrains de guerre actuels au Moyen-Orient. Bien sûr, on parlera tout à l'heure d'Israël et de la bande de Gaza, mais aussi en Ukraine ou encore en Asie centrale, une technologie qui est également au cœur de la rivalité entre les États-Unis et la Chine. Vous écrivez, Jean-Michel Valentin, que l'IA est devenue le moteur d'une nouvelle forme de pouvoir. Autrement dit, la puissance militaire est désormais indissociable de l'IA. Ça dépend où. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à travailler sur mon bouquin, en fait, plutôt que d'aller sur des généralités sur la militarisation de l'IA, j'ai commencé par me demander, est-ce que l'IA est employée sur des théâtres d'opération, dans des zones de guerre? Ce qui allait nous informer sur la suite. Et là, je dois dire, j'étais assez stupéfait de réaliser que, en fait, les technologies d'intelligence artificielle, qui sont nombreuses et qui ont différents usages, eh bien, sont largement présentes sur les grands théâtres d'opération actuels, que ce soit en Ukraine, que ce soit au Moyen-Orient, en mer Rouge, en Libye. Par ailleurs, l'IA a littéralement intégré la course aux armements, en particulier entre les États-Unis et la Chine. En d'autres termes, la militarisation de l'intelligence artificielle est effectivement en train de devenir une nouvelle forme de pouvoir militaire et d'exercice de ce pouvoir. Et on le voit très bien, par exemple, en Ukraine, qui est une espèce de laboratoire à ciel ouvert de la militarisation de l'IA. Comment définir ce terme d'hyperguerre dont les terrains d'expression donc, de Kiev à Gaza se sont multipliés ces dernières années? Alors, le terme d'hyperguerre, le préfixe hyper n'est pas gratuit. Ce n'est pas une super guerre. Hyperguerre, je l'ai vraiment utilisé en remontant à l'étymologie. C'est-à-dire, ce qui est hyper, c'est ce qui dépasse et qui englobe. On se souvient du terme forgé par Hubert Védrine, l'hyperpuissance américaine. Oui, l'hyperpuissance américaine, effectivement, qui à un moment donné, au début des années 2000, dépassait toutes les autres puissances et les englobait, notamment sous la forme de la globalisation. L'hyperguerre, le terme n'est pas lié spécifiquement à ce qui fut l'hyperpuissance américaine, qui est aujourd'hui contestée, mais véritablement au fait que les technologies d'intelligence artificielle, quand elles sont utilisées pour faire la guerre, permettent en fait de dépasser la confusion du champ de bataille en interprétant les signaux émis par le champ de bataille pour le traiter et pour donner de l'information aux différents opérateurs, que ce soit l'opérateur de drone sur le terrain, ou que ce soit l'état-major qui comprenne mieux ce qui se passe pendant la bataille ou sur le théâtre d'opération. Et donc, ce que l'on voit avec ces technologies, c'est qu'elles permettent et d'agir militairement sur un champ de bataille, par exemple en donnant des solutions de tir à des opérateurs de drones, voire en permettant... continu et en temps réel. En continu, en temps réel, et en faisant basculer des certitudes militaires. Par exemple, depuis le début de la guerre en Ukraine, on a vu plusieurs essaims de drones ukrainiens couler des navires de combat russes dans la mer Noire. Avec une disproportion des moyens alloués à chacune de ces technologies dans un camp. Avec ce qui paraît être effectivement une asymétrie profonde, puisque tout simplement, quand on voit un essaim de drone et que l'on regarde un destroyer russe, on se dit, on a une espèce de groupe de frelons électriques d'un côté et une plateforme de combat éprouvée depuis près d'un siècle et quelques, un destroyer. Et ce que l'on voit, c'est que en fait,
l'essaim de drones, les essaims de drones, par exemple, qui sont projetés sur les navires de combat russes, eh bien, ils les englobent, ils multiplient les frappes. Les destroyers ne sont pas équipés pour se défendre contre ce type d'adversaire et ils finissent par être coulés. Donc, en fait, ce qui se passe en Ukraine a évidemment des effets tactiques et opérationnels importants sur la guerre en Ukraine elle-même, mais les retours d'expérience ont des effets considérables à l'échelle globale, puisque toutes les grandes armées sont équipées de plateformes comme les destroyers russes, enfin, analogues, quoi, et tout d'un coup réalisent que la guerre des drones et la guerre qui utilise l'intelligence artificielle est en train de complètement changer la donne. Donc c'est analysé à la fois par tous les états-majors des grandes puissances ou des puissances moyennes de ce monde-là, mais aussi par les industries militaires. Absolument, puisque de toute façon, les industries militaires sont indissociables du fait militaire. Et ce qui est tout à fait frappant, c'est aujourd'hui, par exemple, la course à la militarisation de l'intelligence artificielle qui a commencé en Chine depuis une dizaine d'années, qui a commencé aux États-Unis depuis un peu moins longtemps, et l'escalade qui a lieu est une escalade qui se passe à la fois en termes de recherche fondamentale, de recherche-développement et de production industrielle. Pour vous donner un exemple, entre 2023 et 2024, le budget du Pentagone, c'est-à-dire du ministère américain de la Défense, est passé de 770 milliards de dollars par an, ce qui est déjà colossal, à plus de 840 milliards de dollars par an, les 70 milliards supplémentaires étant fléchés sur l'intégration des technologies d'IA par l'armée américaine à tous les niveaux. Et on peut imaginer que sous l'influence d'Elon Musk, l'administration Trump n'ira pas dans un sens inverse à celui choisi par Biden. Absolument. Et j'ai même envie de dire que Musk est l'arbre qui cache la forêt d'intelligence artificielle. Parce que Elon Musk, qui est un homme très, très puissant, hein, mais néanmoins derrière et à côté, il y a tous les réseaux des industries de la Silicon Valley. Par exemple, le vice-président J.D. Vance est un ancien venture capitaliste risqueur qui a beaucoup travaillé dans l'investissement dans l'IA. C'est un ex-collègue de Peter Thiel, qui est le cofondateur avec Musk de PayPal, puis qui a fondé Palantir, ce qu'on appelle le Google des espions, qui est extrêmement actif en Ukraine, avec Alex Karp. Avec Alex Karp, absolument. Donc en fait, moi je tiens le pari que la seconde présidence de Donald Trump, ça va être la présidence de l'intégration de l'IA, pas seulement de sa militarisation, mais de son étatisation. Et en cela, c'est un phénomène étonnamment miroir à ce qui se passe en Chine, où la militarisation de l'intelligence artificielle est en dynamique permanente, est en boucle, avec le développement de l'intelligence artificielle, des usages de l'intelligence artificielle, pour la gestion des villes, pour la gestion administrative, pour la gestion de l'État en général. Avec aussi une perte d'autonomie de ces opérateurs face à la puissance de l'État, à certains moments. Alors, oui, alors là aussi... Est-ce qu'on peut faire aussi un effet... Il pourrait y avoir un effet miroir aux États-Unis à moyen terme. Alors, déjà, la question telle qu'elle est posée impliquerait qu'il y ait une période antérieure en Chine où l'État ait eu moins de pouvoir, ce qui n'est pas le cas. En fait, c'est l'État qui fait évoluer ces formes de pouvoir. Et je dirais même, c'est le Parti communiste chinois qui fait évoluer ces formes de pouvoir et d'influence. Aux États-Unis, cette canalisation du secteur du digital, du numérique et de l'IA au sein même de l'État pendant la seconde présidence de Donald Trump, eh bien, ça va effectivement faire émerger une nouvelle forme de pouvoir politique. Quelle forme ça va avoir, je ne sais pas.
Qu'est-ce que ça va faire? Je ne le sais pas non plus. Une chose dont je suis certain, c'est que ça va induire des modifications absolument inouïes. Et donc, ça illustre parfaitement l'interaction de plus en plus forte entre les acteurs publics ou parapublics et les acteurs privés. Absolument. Mais là aussi, alors, prenons par exemple le cas de la façon dont aux États-Unis est menée la militarisation de l'intelligence artificielle. Elle est menée de façon extrêmement classique. C'est-à-dire que le Pentagone passe des appels d'offres auprès des entreprises de la Silicon Valley, à charge pour elles de répondre au cahier des charges qui est proposé. Alors, il y a eu un certain nombre de démarrages un peu ratés, mais après ces démarrages un peu ratés autour de 2017-2018, eh bien, aujourd'hui, les appels d'offres colossaux du Pentagone auprès de la Silicon Valley font l'objet de réponses massives. Pour vous donner un exemple, oui. OpenAI, donc la société qui produit ChatGPT et qui est devenue une filiale de Microsoft, est en train de mettre au point un ChatGPT pour le Pentagone à son usage exclusif, puisque le cloud du Pentagone est alimenté en temps réel par tous les capteurs militaires qui sont diffusés à l'échelle globale par les États-Unis. Et la masse de données est devenue telle que les militaires américains ont besoin d'un outil comme GPT pour pouvoir utiliser leur masse de données. Que recouvre, Jean-Michel Valentin, la notion d'intelligentisation des armées, phénomène là aussi majeur de ces dernières années? Eh bien, ce néologisme épouvantable, en fait, c'est celui qui a été trouvé pour qualifier une double dynamique. Il y a la dynamique de l'intégration de l'IA par les armées et il y a aussi la dynamique donc, de la production d'IA à usage militaire, d'IA pour le combat. Cette intelligentisation, alors elle fait l'objet de politiques portées au plus haut niveau aux États-Unis, en Chine, à présent en Russie, en Israël, en Iran, au Japon, en Corée du Sud. Et en France, ça a commencé, j'ai envie de dire heureusement et bravo, depuis quelques mois. Et c'est une course qui est extrêmement importante à tenir, puisque l'IA est ce que les militaires appellent un multiplicateur de force. Mais ce multiplicateur de force, il faut bien le saisir. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement une amélioration de la précision et de la cadence de tir, hein, ça c'est évidemment très important, mais ce n'est pas que ça. C'est-à-dire que l'IA, ça permet de traiter et de manipuler les données. C'est donc ce qui permet aussi de militariser les réseaux sociaux. Et la militarisation des réseaux sociaux, ça permet de faire ce qu'on appelle de la guerre cognitive. Pas de guerre psychocognitive dans le livre. Psychocognitive, cognitive. Mais là aussi, comme on parle d'un champ totalement nouveau qui a émergé en très très peu d'années, les chercheurs comme moi, on court après pour trouver les bons concepts. Et effectivement, je préfère parler de guerre psychocognitive parce que on le voit par exemple dans le cas de la guerre de Gaza. Après les massacres du 7 octobre perpétrés en Israël par le Hamas, eh bien, la guerre contre le Hamas à Gaza s'accompagne d'une offensive. Alors, d'un côté, on a l'armée israélienne qui intervient dans Gaza et donc qui utilise des moyens militaires avec un renforcement du ciblage par IA. On va y revenir dans un instant, dans le Mais détail. de l'autre côté, il y a de nombreux réseaux islamistes qui utilisent l'IA pour produire des vidéos en flux tendu et pour les projeter sur les réseaux sociaux, ce qui ensuite crée des ambiances à l'échelle globale. Il faut voir que quand on est dans la guerre informationnelle. C'est plus que la guerre informationnelle. Parce que
les réseaux sociaux, il ne faut pas oublier qu'ils débouchent sur les téléphones portables, qu'il y a de nombreux phénomènes d'addiction aux réseaux sociaux, et que donc la rencontre entre des vidéos qui sont produites à des fins émotionnelles et politiques rencontre des phénomènes d'addiction collective. Donc on est dans quelque chose d'extrêmement neuf, c'est-à-dire que ces vidéos, notamment sur TikTok, elles visent à déclencher une émotion et un biais politique. C'est les deux en même temps. On n'a jamais vu ça. Si la guerre en Ukraine est un gigantesque moteur et accélérateur de la militarisation de l'IA, écrivez-vous à page 61, c'est aussi le cas de la guerre qui oppose Israël au Hamas. Avant cette guerre, que savions-nous, Jean-Michel Valentin, de l'utilisation partielle de l'IA ? En fait, j'ai envie de rappeler que l'IA, c'est des technologies ultra récentes. C'est vraiment les grandes percées, c'est entre 2012 et 2016. Non, 2024. Et pour ce que j'en sais à partir des sources ouvertes auxquelles j'ai accès, puisqu'il y a évidemment toute une couche de secrets industriels et militaires qui est évidente, sur laquelle il n'y a pas à revenir. Mais ce qui apparaît depuis 2021, semble-t-il, c'est qu'il y a une utilisation militaire par Tsahal pour améliorer le ciblage, la cadence de tir, notamment de l'aviation israélienne. Alors vous revenez notamment sur 3 outils d'IA qui permettent justement d'alimenter cette banque, Hasbora, Lavande et Papa. Quelle est leur fonction en fait, respective ? ce sont des outils qu'on appelle de machine learning qui permettent de probabiliser. Alors, dans le cas du Hamas, où va probablement être tel responsable du Hamas à tel moment dans sa journée. Mais j'insiste sur le fait que ce sont des probabilités, ce ne sont pas des certitudes. D'où il y a un indice d'erreur possible. D'où il y a un indice d'erreur réel qui a induit, il faut quand même bien le dire, beaucoup de dégâts matériels et humains. Mais là aussi, j'ai envie de dire, l'IA, elle fait ce qu'on lui demande de faire. Et il ne faut pas confondre la capacité de multiplier les frappes avec une stratégie. La technologie n'est pas une stratégie. La technologie, elle vient en renfort avec une stratégie. La stratégie définie par le gouvernement israélien, c'est donc d'éradiquer le Hamas, mais... Militairement et politiquement. Mais avec ces nouvelles technologies, qui sont des multiplicateurs de force, eh bien, ce que l'on voit, c'est qu'il y a aussi les vieilles technologies, comme par exemple creuser des souterrains, ce qui est le cas ce qu'a fait le Hamas. Eh bien, creuser des souterrains, ça permet aussi d'avoir une opacité que l'IA ne peut pas pénétrer, du moins pas encore. Et ce que l'on voit bien avec la militarisation de l'IA, c'est que ça ne fait pas tout. Et qu'il existe aussi de nombreuses parades diverses et variées. Dans un autre ordre d'idées, le Hamas est soutenu donc, par la milice Houthi au Yémen. Les Houthis lancent régulièrement des missiles et des drones vers Israël, qui sont tous interceptés par les flottes israéliennes, américaines, britanniques, françaises qui sont présentes dans la mer Rouge. Ils sont tous interceptés. Sinon que les missiles do-it-yourself à $100 000 et les drones à $2 500 sont interceptés par des missiles pilotés par radar renforcés par IA à 2 à 4 millions de dollars. Vous écrivez qu'il y a un bouleversement du rapport du faible au fort, ou du fort au faible. Oui, parce qu'en fait, on pourrait qualifier l'offensive Houthi de fausse guerre cinétique et de vraie guerre financière. Vous écrivez également, Jean-Michel Valentin, qu'il y a une offensive géoéconomique contre les États-Unis et contre le commerce maritime international. Oui, absolument. Puisque gêner le passage par la mer Rouge
La mer Rouge, c'est un des hauts lieux de transport maritime, c'est une des artères vitales de la globalisation. Et le ralentissement du trafic par la mer Rouge fait que les Houthis deviennent une puissance... C'est une milice, les Houthis. C'est quelques dizaines ou centaines de milliers de personnes, plutôt des dizaines de milliers de personnes, et qui ont un impact géoéconomique global et qui, en même temps, mettent en évidence qu'en tant que milice, ils parviennent à mettre à la peine les armées les plus puissantes et les plus technologiquement modernes au monde. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien avoir à l'esprit que si l'IA est un multiplicateur de force dans de nombreux domaines, il est aussi tout à fait possible d'utiliser des technologies beaucoup plus rustiques pour contrebalancer ce multiplicateur de force. Ce qu'il faut bien saisir, c'est qu'on entre dans une phase ultra complexe de ce vieil objet qu'est la guerre. C'était passionnant. Merci beaucoup Jean-Michel Valentin d'avoir été avec nous. Je conseille très vivement la lecture de votre nouveau livre Hyperguerre, comment l'IA révolutionne la guerre. C'est publié aux éditions Nouveau Monde. Cet entretien est à retrouver évidemment sur radioj.fr, sur Spotify et Deezer, mais aussi sur notre chaîne YouTube. À très bientôt. Merci beaucoup.